la tactique de dissociation avec le Parti conservateur du Québec, pourquoi que vous avez... c'est plus Pierre Paulos, en fait, qui a mentionné ça, mais il a vraiment fait une dissociation avec le Parti conservateur du Québec. Trouvez-vous que c'était une bonne tactique? Parce que ça a quand même fâché plusieurs personnes. Ce qui est comique là-dedans, c'est parce que nous, on s'est fait élire au fédéral en 2006, les premiers. Puis il y en a au Parti conservateur du Québec qui se revendiquent d'être l'aile de nous autres. Ils revendiquent d'être notre base. C'est plutôt le contraire. Leur base est dans nos votants. C'est peut-être juste un rappel de l'histoire. Puis si les autres, ils se rappellent de l'histoire, la réalité de l'histoire, ça va aller mieux. Les élus conservateurs de la région de Québec, vous êtes à rien, là. OK? Si jamais Poilievre était rentré au pouvoir, il y aurait eu des ministres dans la gang parce que ça en prend au Québec, puis c'est tout. Oui. Ministre par défaut. Parce que regardez vos CV, vous n'êtes pas grand-chose. Ce qui va mal présentement dans le mouvement conservateur québécois, ce qui va crissement mal, c'est les hosties de députés qui sont pas bons. Let's take a look back at the most recent federal election and more specifically at what happened in Quebec. The conservative movement, which had been predicting a sweeping victory prior the arrival of Mark Carney on the scene, ultimately suffered a defeat. Despite making notable gains, including more than 20 additional seats, several factors can help explain this setback. However, the Liberals made their most significant gains in Quebec, winning 43 seats. This strong performance played a major role in Mark Carney's election as Prime Minister at the head of a minority government. Following this election, many criticisms were directed at Conservative MPs from the province of Quebec, who were accused of having run a lackluster campaign. Some observers pointed to their weak presence on the ground, as well as their limited visibility in both mainstream and alternative media. Others highlighted a puzzling closeness between certain members of the Coalition Avenir Québec, the François Legault Party, and the organizational team behind the Conservative Party of Canada's campaign. Added to this were attempts to distance themselves from the Quebec Conservative Party, limited access to party advertising in media outlets such as Radio X and other factors. It's also worth remembering that during the CPC leadership race, several Conservative MPs from the province of Quebec had supported Jean Charest, former Liberal Premier of Quebec. Some had even stated they would consider leaving the party if Pierre Poilievre won the leadership, as Alain Reyes ultimately did. Today, those same MPs remain under Pierre Poilievre's leadership, but their loyalty to their leader continues to be called into question. Yann Sénéchal, podcaster at Yann et Frank, financial advisor and former supporter and candidate for the now defunct Action démocratique du Québec, a right-leaning party, offers us his analysis of the current political landscape in Quebec. Quand tu arrives dans la région de Québec, autour de la région de Québec, puis la Beauce, Bellechasse, ainsi de suite, c'est là que tu retrouves la culture conservatrice du Québec, puis qui date de même avant Mulroney. Des fois, on entend souvent parler de Maxime Bernier, que son père était conservateur. Ben, c'est exactement ça. Le père de Maxime Bernier était élu en Beauce pendant bien des années, comme député conservateur en Beauce éventuellement. Donc, la culture conservatrice au Québec, elle est existante et elle se retrouve principalement dans la région de Québec et elle fait tache d'huile tranquillement. The rest of Canada has to learn from Quebec's determination and its courage to protect its way of life, culture, and identity. Quebecers, do not tear down their statues, pull down their flags, or hide who they are. They sing their songs, tell their stories, and wave their flag. Historiquement, les taches d'huile au Québec partent généralement de la capitale nationale. Parce que les grandes vagues qu'on a connues au niveau politique, on en a connu, la vague du NPD, là, c'est fou à dire, mais c'est parti de la région de Québec aussi. C'était pas pour des raisons idéologiques. Quand Jack Layton se fait élire avec une tonne de députés NPD au Québec, ça n'avait absolument rien à voir
avec le fait qu'il était à gauche ou peu importe. C'est vraiment un buzz médiatique qui s'est passé à ce moment-là. Ça avait parti, oui, de la région de Québec. On a flushé un peu les idées conservatrices. Puis c'est comme, yes, Jack Layton, on veut prendre une bière avec, puis tout est parti. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est particulier du Québec, c'est que les programmes politiques, c'est pas tant ça qui fait le poids dans la balance sur ce pourquoi les gens veulent voter. Il y a beaucoup d'émotions dans la décision de voter pour beaucoup d'électeurs. Et il y a beaucoup comment la personne va être présentée médiatiquement également. Parce que on est un endroit qui est francophone, qui a ses médias francophones, que ses médias locaux sont réellement écoutés. Tu sais, je veux dire, quand tu es au Canada anglais, oui, CBC existe, oui, il y a des médias anglophones pour le Canada anglais, mais je veux dire, c'est extrêmement facile pour un Albertain de suivre les médias aux États-Unis, par exemple, ou tout ça. C'est très difficile pour le contenu canadien de rejoindre les oreilles des anglophones canadiens, tandis que pour les Québécois, le niveau de compétition médiatique est beaucoup plus faible. Étant donné qu'on parle français, une grande majorité des Québécois ont tendance à se retourner beaucoup vers les médias locaux, régionaux et nationaux du Québec, ce qui fait en sorte que on a tendance à avoir un vote, des fois, qui est beaucoup basé sur la perception des gens par rapport aux médias. Parce que là, tu es là, tu te dis, OK, mettons qu'on essaierait d'expliquer le vote conservateur, par exemple. Le vote conservateur, tu dis, ouais, il me semble que Radio-Canada, il n'aime pas beaucoup les conservateurs. TVA n'aime pas beaucoup les conservateurs. Fait que là, tu es là, pourquoi le vote conservateur réussit quand même à percer dans la région de Québec? C'est parce qu'il y a un média qui est pro-conservateur dans la région de Québec, c'est Radio X, qui a quand même une certaine influence et qui a même été déjà secondé par le FM 93, qui était une autre radio locale qui faisait quand même une bonne promotion à l'époque des conservateurs également. Donc, ça a toujours tourné un peu autour de ces médias traditionnels-là quand même, le succès des partis politiques. Donc, ça a toujours été plus facile pour le Parti libéral et le Bloc de percer à Radio-Canada. Le Bloc avait une belle vitrine à Québécois dans les médias de PKP. De son côté, les libéraux avaient une belle vitrine avec la presse, Radio-Canada et ainsi de suite. Donc, ils ont toujours percé de cette façon-là. Et les conservateurs ont toujours percé grâce aux médias régionaux qui étaient Radio X et éventuellement, dans le temps, le FM 93 dans la région de Québec. Fait que c'est ça qui explique beaucoup la diffusion bizarre un peu du vote au Québec. Parce que je vous ai entendu parler aussi des stigmas qui existent beaucoup au Québec du fait d'être un conservateur ou de voter conservateur. Ah oui, effectivement. Fait que ces stigmates-là, ils existent, sont vraiment dans les médias nationaux. Le Parti conservateur a systématiquement une mauvaise réputation à Radio-Canada, systématiquement une mauvaise réputation à la presse, dans les radios de Montréal également, une très mauvaise réputation là. Et parfois, Québécois a certaines petites ouvertures avec les conservateurs parce que sur certains sujets, ils vont être d'accord sur l'anti-woke, par exemple. Les conservateurs peuvent se faire entendre un peu à Québécois, mais ça reste que Québécois est profondément un média nationaliste. Donc, va toujours avoir une préférence pour le Bloc québécois, va toujours avoir une préférence pour le Parti québécois au niveau provincial. Donc, tu es dans une situation où est-ce que pour les conservateurs, les grands médias nationaux sont difficilement accessibles. C'est la raison aussi pourquoi la députation conservatrice essaie d'être très, très beige, d'être très monotone, d'être très peu controversée, donc de même des fois être à contre-courant du parti politique de Pierre Poilievre et de la tête, parce qu'il essaie de se faire accepter par ces médias nationaux-là. Et honnêtement, je pense que c'est une grosse erreur de calcul de leur part. D'essayer de se faire accepter par ces médias nationaux-là, parce que ça n'arrivera jamais. Okay? Ça arrivera juste jamais. La concentration médiatique des médias nationaux est principalement dans la région de Montréal. Il n'y a aucune possibilité pour eux de faire des gains dans la région de Montréal. Et ces médias nationaux-là sont très, très, très montréalais. Le score des conservateurs peut être amélioré à partir de la région de Québec et les régions limitrophes éventuellement. Donc, si tu veux travailler cette stratégie-là, tu dois laisser tomber les médias nationaux un peu et viser beaucoup plus les médias régionaux qui vont avoir vraiment une plus grande ouverture pour toi. Et évidemment, dans le nouveau monde de 2025, les médias alternatifs. Fait qu'à un moment donné, il va falloir assumer au niveau des conservateurs qu'on ne sera pas intégré dans la clique médiatique traditionnelle. On ne sera jamais accepté par eux. Il faut arrêter de leur licher les fesses carrément à un moment donné puis de dire, OK, on s'assume, on est des conservateurs, on supporte le Parti national, on supporte le chef et on fait une vraie campagne aussi.
Parce que ça, c'est le défaut des conservateurs au Québec. La campagne, ils sont assis dans des comtés sûrs. C'est un peu fou à dire, là, mais les députés conservateurs au Québec, c'est des comtés qui sont extrêmement sûrs. C'est des châteaux forts. C'est ça que les Canadiens anglais doivent réussir à comprendre, c'est que c'est vraiment des châteaux forts. La Beauce est un château fort. Le comté de Gérald-Deltel est un château fort. Fait que c'est des comtés qui sont super faciles à gagner. Ce qui fait en sorte que les députés conservateurs, présentement, ils travaillent pas si fort que ça pour faire rayonner le parti. C'est extrêmement difficile de les voir dans des entrevues. La manière qu'ils traitent les médias alternatifs, ils nous traitent carrément comme de la merde plus souvent qu'autrement. Parce que, justement, ils sentent pas le besoin de faire grossir cette tache d'huile-là. Ils ont leur poste de député garanti, sont très satisfaits de ça. Puis si le parti stagne à 10, 11 députés, ben c'est pas grave. Eux autres, ça les dérange pas. Bonjour, M. Deltel. Ça va bien? Ah, bonjour. Avez-vous fait une bonne campagne au Québec? Trouvez-vous que vous avez fait tous les efforts, vous avez utilisé tous les outils nécessaires pour votre campagne dans la région de Québec? Bien, écoutez, si on regarde les résultats, ça finit quoi? Sur 11 circonscriptions, on en a obtenu 8, dont celle d'Éric, justement, Tabasca. Et on est très heureux. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est d'en avoir le plus possible. Juste une question comme ça. Il y a plusieurs personnes qui ont critiqué beaucoup le Parti conservateur du Canada pour avoir eu, premièrement, savoir dissocié du Parti conservateur du Québec et ainsi ne pas utiliser vraiment les outils médiatiques comme Radio X, d'autres outils médiatiques qui sont un peu plus conservateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, chaque fois que j'ai eu une demande de Radio X, je suis allé. La question de la publicité a été soulevée puis a été réglée, m'a-t-on dit, si je me souviens bien. Par ailleurs, on ne s'est pas dissocié de qui que ce soit. Le Parti fédéral a ses obligations, le Parti provincial a ses obligations. Chaque militant est maître de son choix. Ça a toujours été ça, puis ça l'est encore, et c'est très bien ainsi. Mais qu'on ait des espèces de militants caribous qui ont travaillé dans des années extrêmement problématiques. Là. C'est pas il y a 20 ans. Là. C'est pendant la pandémie. C'était du monde qui appelait ici à station pour enlever des chroniques. Tout à fait. Fait que des gens comme ça se ramassent dans l'entourage de Pierre Poilievre, c'est aucunement... Les Desmarais, les Lepage, c'est aucunement... qui ont conseillé ne pas mettre de la pub ici à choix. Il a fallu se battre pour avoir de la pub de Pierre Poilievre sur nos zones. Ils ne visent pas à avoir de la croissance au niveau conservateur. C'est pas ça qu'ils visent. Ils veulent juste protéger leur acquis. Et leur façon de protéger leur acquis, c'est de ne pas avoir de controverse. Tant aussi longtemps que Radio-Canada parle pas de nous autres, tant aussi longtemps que Québécois parle pas de nous autres, on est content. Fait qu'ils font pipi gazette, ils font à peu près rien. Ils s'arrangent réellement pour être le moins présent possible dans les médias traditionnels. Et pour y arriver, ils sont même prêts à casser du sucre sur le dos des gens qui défendent les idées conservatrices au Québec. Quand on regarde le Parti conservateur du Québec qui fait des choses tout simplement incroyables, il part de 1% des votes à peu près, grimpe à 12% à la dernière élection. Le Parti conservateur du Québec fait des grandes avancées et ils sont en train de donner beaucoup de visibilité aux idées conservatrices. Ils défont les stigmates qu'on parlait tout à l'heure. Et ce qu'on observe des députés fédéraux conservateurs, c'est qu'on est prêt à casser du sucre sur le dos des conservateurs provinciaux parce que c'est bien vu dans les médias traditionnels de rire d'Éric Duhem, de se montrer méprisant envers Éric Duhem, de se montrer méprisant envers les conservateurs provinciaux. Mais on oublie que c'est 550 000 votes, ces gens-là, puis potentiellement peut-être 600 à 700 000 dans la prochaine élection. Donc les conservateurs fédéraux sont comme des fat cats au niveau de la députation. Ils sont dans des comtés sûrs qui peuvent pas perdre grâce aux médias de la région de Québec, régionaux, qui ont fait une super job pour eux autres depuis des années. Mais ils méprisent les gens dans ces médias-là. Ils méprisent les gens dans les médias alternatifs qui originent de ces médias-là. Et ils méprisent les gens qui travaillent au niveau provincial pour faire connaître les idées conservatrices. Je veux dire, c'est rendu fat cats comme ça n'a pas de bon sens. Cette attitude-là, c'est vraiment des gens qui sont parvenus, qui prennent pour acquis leur place et qui ne font aucun effort pour faire grossir cette tache d'huile-là. Parce que il y a une possibilité au Québec d'avoir une base conservatrice plus solide que ça. Parce que pendant des années, la question nationale a tendance à diminuer de plus en plus puis à s'évacuer du débat public, ce qui va ramener le Québec dans un contexte politique un peu plus normal dans une décennie à peu près.
où est-ce que là, ça va être vraiment des débats entre la gauche, la droite et peut-être le centre, mais où est-ce que la question nationale va être évacuée. Présentement, là, on a vu des sondages politiques sur la souveraineté des provinces, et ce qu'on voit, là, c'est que la souveraineté, après l'élection de Mark Carney, est plus forte en Saskatchewan et plus forte en Alberta qu'au Québec. En fait, l'Alberta et le Québec ont à peu près les mêmes chiffres. Mais je veux dire, qui aurait pensé il y a quelques années que la question nationale, que la souveraineté d'une province aurait été plus forte dans des provinces anglaises qu'au Québec? Je veux dire, c'est impensable. Se dire que les idées conservatrices vont rayonner de plus en plus. Il faut essayer de faire grossir cette tache d'huile-là, mais les députés présentement fédéraux n'y travaillent pas. Ce sont des très mauvais supporters de Pierre Poilievre. Presque tous les députés ont supporté Jean Charest, built to lose. C'est vraiment des gens qui ont supporté Jean Charest. Le seul qui ne l'a pas fait, c'est Pierre Paulus, mais c'est pas le plus actif favorable à Pierre Poilievre présentement au Québec. Et ils n'ont aucun intérêt à aider les gens dans les médias alternatifs qui font valoir ces idées-là. C'est vraiment un drôle de contexte dans lequel on est. Parce que les gens qui aiment les idées conservatrices pour vrai, autant au niveau provincial que fédéral, les gens qui supportent le Parti conservateur du Québec, votent pour Pierre Poilievre présentement, adorent Pierre Poilievre en fait, mais sont obligés d'aller voter à l'élection fédérale pour un député qu'ils n'apprécient pas tant que ça. Un député en fait qui méprise le parti politique qu'il supporte au niveau provincial. Puis ça, c'est problématique. Puis on comprend la game. Au niveau des conservateurs fédéraux, une grosse partie de leur vote est à la fois constituée de gens du Parti conservateur du Québec. En fait, presque l'entièreté des membres du PCQ supportent le Parti conservateur fédéral. Quelques-uns vont supporter Maxime Bernier, mais on le sait, Maxime n'a pas eu un gros score de toute façon, fait que c'est quand même assez marginal. Au niveau de la CAQ, donc le parti qui est présentement à la tête du gouvernement au Québec, mais qui, s'il y avait une élection demain matin, aurait presque pas de députés. C'est un parti qui, s'il n'y a rien qui change à la CAQ, ils vont carrément disparaître à la prochaine élection. C'est quand même assez spectaculaire ce qui s'en vient de leur côté. Ben, il y a plusieurs des gens à la CAQ qui, oui, supportent les conservateurs fédéraux, mais il y en a aussi qui supportent le Bloc québécois là-dedans. Quand tu regardes au niveau des libéraux provinciaux, plusieurs vont supporter les libéraux fédéraux, mais certains supportent les conservateurs également. Donc, on est vraiment dans une drôle de poutine au Québec. Puis même, il y a des gens qui votent pour le Parti québécois au provincial et qui votent même pas pour le Bloc au fédéral, qui votent conservateur présentement au provincial. Fait que c'est sûr qu'au niveau des conservateurs fédéraux, une partie de leur vote est quand même divisée dans les partis politiques provinciaux. Donc, le réflexe numéro 1 devrait être de ne pas intervenir dans les élections provinciales ou d'être un peu plus indépendant. Puis ça, je pense que tout le monde serait capable de le comprendre. Il y a vraiment un incitatif pour eux à ne pas se mêler de politique provinciale. Par contre, c'est pas ça qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils méprisent le Parti conservateur du Québec. Puis ça, c'est problématique. Je veux dire, l'entrevue que tu as fait, Alexa, avec Jacques Gourde, c'est hallucinant, là. La tactique de dissociation avec le Parti conservateur du Québec, pourquoi que vous avez... c'est plus Pierre Paulus, en fait, qui a mentionné ça, mais il a vraiment fait une dissociation avec le Parti conservateur du Québec. Trouvez-vous que c'était une bonne tactique? Parce que ça a quand même fâché plusieurs personnes. Ce qui est comique là-dedans, c'est parce que nous, on s'est fait élire au fédéral en 2006, les premiers. Puis il y en a au Parti conservateur du Québec qui se revendiquent d'être l'aile de nous autres. Ils revendiquent d'être notre base. C'est plutôt le contraire. Leur base est dans nos voteurs. C'est peut-être juste un rappel de l'histoire. Puis si les autres, ils se rappellent de l'histoire, la réalité de l'histoire, ça va aller mieux. C'est hallucinant de penser que deux partis qui ont le même nom, qui pourraient être alliés, il y en a un qui méprise l'autre comme ça n'a aucun bon sens. Parce que n'allez pas penser que le Parti conservateur du Québec méprise les conservateurs fédéraux. Ça, c'est pas le cas. Oui, ça brasse les médias alternatifs parce qu'on voit le jeu aller puis on est frustré de ça. Mais le Parti conservateur du Québec essaie de vraiment tisser des liens avec les conservateurs fédéraux, mais ils sont méprisés par ce parti-là. Puis ça, c'est problématique parce que le vrai parti en croissance présentement au Québec, c'est le PCQ. Avant ça, là, tu vois, en 1995, dans le temps du référendum, la gauche, la droite, c'était pas important. Là. C'était le oui, le non. C'était que ça. Tout le monde parlait du oui puis du non. Cet axe politique-là se tasse tranquillement pas vite pour laisser place à l'axe politique plus gauche-droite. Et on est dans cette phase de transition-là où tout se redéfinit, ce qui fait que le vote des Québécois est extrêmement fracturé présentement. 5 partis politiques provinciaux, 3 fédéraux. T'as pas ce contexte-là dans les autres provinces canadiennes. Même quand tu arrives, tu regardes en Colombie-Britannique,
au niveau provincial, où est-ce que les conservateurs ont eu une remontée spectaculaire, mais ça s'est fait entièrement au détriment des libéraux. Les libéraux se sont fait harakiri pour disparaître, pour rester dans un contexte électoral à 2 partis politiques. C'est ce qu'on n'a pas au Québec. On n'a pas de contexte électoral à 2 partis politiques. C'est beaucoup plus difficile à cause du jeu des médias principalement, à cause des axes politiques qui sont changeants au Québec et la disparition tranquille de la question nationale. Puis ça, c'est quelque chose que je crois qu'au Canada anglais, il est mal compris. Les gens s'imaginent que le Québec est toujours souverainiste puis veut sacrer son camp. Puis c'est de moins en moins quelque chose qu'on parle dans les médias. Oui, les gens pourraient penser, ouais, mais le Parti québécois est en tête dans les sondages, pourrait former le prochain gouvernement. C'est vrai. Mais le Parti québécois, comme prochain gouvernement, score beaucoup plus que la souveraineté présentement. Puis quand tu regardes le reste du pays, où est-ce que tu vois l'Alberta et la Saskatchewan qui ont une montée identitaire importante de leur côté parce qu'ils sont tannés de jouer au dindon de la farce dans le gouvernement centralisateur de Mark Carney et anciennement de Justin Trudeau, ben c'est quand même assez spectaculaire quand tu y penses. Là. Je veux dire que les Albertains et les Saskatchewanais soient rendus plus souverainistes que les Québécois, là. C'est assez spectaculaire, je trouve. Le Parti conservateur fédéral a toujours eu une vision très décentralisée de sa gestion de la politique à l'interne. Ce qui fait que le caucus québécois a toujours eu beaucoup de marge de manœuvre. On les a jamais fait rentrer trop dans le rang. Ils sont assez autonomes de leur côté. Mais je pense que les partis conservateurs fédéraux doivent comprendre une chose, là, c'est que les gens qui votent conservateurs présentement au Québec, ces gens-là sont frustrés de leurs députés. On est content de Pierre Poilievre. On est content de voter pour le Parti conservateur fédéral. Ça fait longtemps qu'on ne se sent pas aussi bien représenté par le Parti conservateur. Ça fait depuis Stephen Harper, en fait. Mais les gens sur qui on doit aller mettre notre petit X sur le bulletin de vote, dans mon cas, c'est Dominique Vian à Lévis, c'est frustrant. C'est réellement frustrant parce que ces gens-là n'agissent pas comme des conservateurs. Si on leur donnait la chance demain matin de garder leur comté et de mettre une cravate rouge, ils le feraient. Donc, à un moment donné, ça devient choquant pour les gens. On vote pour le chef, on vote pour le programme, on vote pour le parti, mais nos députés, on ne se sent pas supportés par eux au niveau provincial et on ne sent pas que les députés ont à cœur de faire croître le parti politique conservateur fédéral au Québec, puis ça, c'est problématique. Et au niveau du staff, on sait que beaucoup de ce staff-là provient de la CAQ. On sait qu'il y a beaucoup de liens tissés entre la CAQ et le Parti conservateur du Canada. Mais ça doit s'en aller, ça doit disparaître, parce que si vous regardez comme il faut les sondages au niveau provincial, c'est une illusion d'optique de penser que la CAQ est forte présentement. Oui, c'est le gouvernement. Oui, il y a 90 députés, mais il y a beaucoup de ces députés-là qui ne seront pas réélus à la prochaine élection. Mais il y a aussi le manque de loyauté envers un chef, alors que est-ce que ça pourrait jouer énormément justement sur le fait de est-ce que je veux vraiment grossir mon équipe avec quelqu'un qui va être loyal à un chef que nous, on n'apprécie pas? Au niveau des valeurs. Ce qui s'est passé vraiment au niveau de la campagne fédérale, si on regarde juste dans l'ensemble le fédéral au niveau fédéral et non pas provincial, c'est spectaculaire ce qu'on a vu là. Et je trouve ça regrettable que le Québec n'y ait pas participé. Le Québec, on sent qu'on n'y a pas participé parce qu'il n'y avait pas de désir de la députation québécoise de supporter leur chef, alors qu'on a le meilleur chef depuis 10 ans. On a le meilleur programme politique depuis 10 ans. Et tout ça, malgré tout ça, tu sens qu'il n'y a aucun support de sa députation québécoise. Il va falloir qu'il se brasse de quoi. Pour vrai, là, il va falloir qu'il se brasse de quoi dans la députation québécoise. Je sais que le Parti conservateur est décentralisateur. Je sais qu'ils ont toujours donné pleine autonomie au caucus québécois. Mais là, il va falloir soit qu'ils rentrent dans le rang ou que ces gens-là soient changés. Parce que demain matin, je suis persuadé d'une chose. Si on fait une course à l'investiture dans chacun des comtés qui a présentement un député conservateur, ils perdent tous leur investiture. Justement, la question de les candidats ont été choisis à la dernière minute pour certains, également certains candidats qui, s'ils étaient en lien avec le Parti conservateur du Québec, n'avaient pas été acceptés. Ça a fait monter beaucoup de frustration. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Ben, on a entendu les mêmes choses que tout le monde, avec la Beauce notamment, où est-ce que l'argent aurait été saisi par le parti, par exemple. On a entendu ce qui s'est passé avec Marie-Josée Ely de son côté. Pourtant, ils ont quand même un bon candidat. Je veux dire, Gabriel Hardy, on l'a eu en entrevue, j'ai été satisfait de lui. On sent qu'ils veulent faire rentrer Gabriel Hardy dans les rangs également. Donc, l'influence de Pierre Paulus et de la députation conservatrice au Québec est très, 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 très grande et beaucoup trop grande, en fait. Tu sais,
normalement, dans un contexte d'investiture, l'association locale devrait avoir beaucoup son mot à dire. Et si il y a un candidat vedette qui arrive d'en haut, qui arrive du headquarter fédéral, tu te dis, OK, il y a peut-être moyen de s'arranger pour satisfaire le headquarter fédéral. Mais ce que tu te rends compte, c'est que c'est pas ça qui arrive. C'est vraiment la gang autour de Paulus qui décide qui se présente dans les comtés. Et moi je pense, sérieusement, la Beauce était disponible. Richard Lehoux est parti. C'est un comté que tu gagnes à 60% des votes. Normalement, là, Pierre Poilievre aurait dû venir faire un show en Beauce, présenter le candidat en Beauce, et ce candidat-là aurait été un candidat vedette avec un poste de ministre assuré. C'est pas ça qui est arrivé. C'est que Pierre Paulus est intervenu directement pour choisir le candidat. Mais ça, c'est problématique. Et ça doit arrêter. It's really hard to be an independent alternative media in these days. We need your help. So if you want to contribute to our journalism, go over rebelfieldreports.com, donate what you can to make sure we continue to exist to bring you the other side of the story.